Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement, ministre des Médias Patrick Muyaya et son collègue du tourisme Modéron Simba ont animé un briefing sur la sécurité environnementale et du tourisme, précisément à l'agression du parc de Virunga menacé par le M23. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous étions ici lundi, je vous avais dit que nous aurions aujourd'hui une autre séance de briefing dans le cadre de cet exercice de redevabilité. La dernière fois, nous avions fait une plongée sur des questions économiques, spécifiquement sur la mesure des suppressions et des réductions des taxes qui a été expliquée par mon collègue du commerce extérieur. Et nous avons eu l'occasion de parler de pourquoi de notre adhésion à des communautés régionales. Ce soir, nous revenons toujours dans les cadres de cet exercice de redevabilité pour faire une plongée sur les conséquences de l'agression rwandaise en cours sous couvert du M23 sur les aires protégées. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, les dramatiques, se déroule dans une zone protégée classée patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté des mouvements avec tout ce que cela comporte comme perte parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. C'est dans ces cadres que nous avons voulu associer à cet exercice mon collègue du tourisme Modéron Simba Matondo, qui aura l'occasion de nous brosser un peu les tableaux de toutes les pertes que nous occasionnons, y compris, que nous connaissons, y compris en vies humaines. Depuis les débuts de cette aventure, 13 Cogardes ont perdu la vie, mais toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. Comme vous le savez, les aires protégées du Congo sont gérées par 3 ministères. Les aspects de la faune et de la flore sont gérés par le ministère de l'Environnement. Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme. Et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23. Mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Le centre de médecine mixte et d'anesthésie SS Mabanga de Yolo sera bientôt réhabilité. La fondation Denis Nakeroti Sekodi et le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique mutualisent les efforts pour la prise en charge efficace des drépanocytaires, d'autres activités du ministre José Panda, dans ce reportage de Marie Kalang. Le plaidoyer sur la prise en charge des drépanocytaires et la réhabilitation du centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre des Recherches scientifiques et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, avec une délégation de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Nous sommes venus nous enquérir de l'état d'avancement de ce plaidoyer et de discuter avec son Excellence des mesures, notamment sur la réhabilitation du centre Mabanga à Yolo, quand nous devons organiser une réunion rapidement entre le bureau de la Première Dame, le ministre lui-même, avec des experts du ministère. Donc nous allons réfléchir avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, mais également le ministre de la Santé, pour voir comment délocaliser le temps de cette réhabilitation, les malades vers un hôpital proche. Juste après, le ministre José Mpanda Kabangu a pris connaissance des produits de la société CTL, une innovation Made in Congo. Nous venons de Goma, nous sommes venus présenter officiellement au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique nos produits Made in Congo, créés par notre société CTL. Et le premier produit, c'est Atalaco Express pour la digitalisation du transport public en RDC. Le deuxième produit qui a été présenté, c'était Congo Salama pour la sécurisation de la population et de leurs biens en RDC.
Et le troisième produit qui a été présenté, c'était le Ventoria Attendance pour la gestion intelligente du personnel. Ces activités, organisées par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, rentrent dans le but du redressement de son ministère. La RDC, un pays doté d'un énorme potentiel de richesse, mais qui fort malheureusement n'a pas encore réussi à les transformer en vecteurs de croissance et de développement. C'est dans ce sens qu'un programme de développement local des 145 territoires en RDC vient d'être mis en œuvre, nous dit Diane Balaka dans ce reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFEF, ont conclu le 28 février 2022 un protocole d'accord PDL 145 territoires portant sur un montant de plus ou moins 500 millions de dollars américains pour financer les 145 territoires des provinces du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de l'Équateur, du Nord et du Sud Ubangi, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. À l'initiative des députés nationaux, nous avions pris langue à son temps avec la CFF, qui est une cellule d'exécution, l'une des cellules d'exécution du programme du développement à la base des 145 territoires, initié par le président Félix Tshisekedi. Nous y croyons. Nous croyons qu'une fois ce programme exécuté, la République démocratique du Congo, en tout cas, va changer de visage. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est pour la première fois qu'on voit ensemble une symbiose, un programme qui va se faire partout dans les 145 territoires qui composent notre pays. En dépit de la maîtrise du cadre macroéconomique et de la croissance enregistrée au cours de la décennie passée et de la stabilité politique retrouvée, la pauvreté est restée élevée, 64,5% en République démocratique du Congo. Et concernant l'appel d'offres des 16 blocs pétroliers, le député national Célestin Ngelimba vient d'adresser une question écrite au ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu, au secrétariat de l'Assemblée nationale. Date retenue pour le lancement du 28 au 29 juillet 2022 de 16 blocs sur les 32 pétroliers et gaziers. Un commentaire d'Iverson Kababa. Du 28 au 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo va lancer des appels d'offres pour 16 sur 32 blocs pétroliers et gaziers. L'attribution de ces marchés des hydrocarbures congolaises suscite quelques inquiétudes au sujet desquelles le député national Célestin Ngelimba, élu de la circonscription électorale de la Chuapa, vient d'adresser une question écrite au ministre des hydrocarbures Didier Moudimbu, conformément aux dispositions des articles 168. 179 et 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Au nombre de ces interrogations, le député national veut obtenir des explications claires du ministre Didier Moudimbu dans l'attribution de ces marchés. Référent de la vision du chef de l'État, nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Les blocs que les étrangers vont en avoir pour exporter du carburant chez nous, est-ce que nous avons déjà vérifié que dans les sols et les sous-sols, il n'y a pas d'autres produits miniers? Parce que quand on vend un bloc pétrolier ou encore un bloc minier, vous n'avez plus l'accès. Vous n'avez plus l'accès. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a eu cette étude d'abord? Et si nous faisons ça, si d'autres personnes puissent prendre les 16 blocs, alors le pays n'aura pas l'accès de contrôler, de suivre ce qui se fait là-bas. Il y a un problème de la gestion rationnelle. Est-ce qu'on aura une gestion rationnelle de ces blocs ou on n'aura pas? Là, ça pose un problème. Et là, quelque part, c'est le pays qui va perdre. Parce que si nous bénéficions de l'argent, ils vont commencer à gérer les blocs sans nous. Mais c'est comme ça. Je me suis référé de la version idéale du président de la République. Tshisekedi qui dit ceci. Nous devons avoir des projets gagnant-gagnant, où les partenaires viennent et l'expertise du gouvernement congolais vient, ils se mettent ensemble pour faire l'exploitation. Et là, nous pouvons se contrôler mutuellement pour que l'exploitation ne soit pas irrationnelle.
Autre fait de l'actualité, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience le chef de la délégation adjoint de l'Union européenne, Guillaume Chartrain, ce mercredi 20 juillet 2020 dans son cabinet de travail. Au menu, les différentes réalisations des étapes du processus électoral en cours en RDC, d'autres activités du président de la CENI dans ce reportage. L'accompagnement par l'Union européenne du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président Denis Kadima Kazadi en a parlé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Guillaume Chartrain, chef de délégation. Les différentes réalisations des étapes du processus électoral ont été également évoquées au cours de ces échanges. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a ouvert un atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Pendant 6 jours, les experts juristes de cette institution vont s'appliquer à actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant compte des innovations y introduites. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux mesures d'application. Il y a ci et là des contradictions. Donc il faudra qu'on soit en mesure d'apporter des clarifications dans les mesures d'application qui ne sont rien d'autre que les règlements. Pour nous-mêmes, c'est important par rapport aux opérations. Si la loi a des zones d'ombre, c'est au niveau du règlement que nous allons avoir la clarification qui va permettre à ceux qui s'occupent des opérations d'avoir une compréhension claire de ce qui est requis. D'autre part, la sensibilisation des électeurs nécessite qu'il y ait un langage beaucoup plus accessible pour le grand public. Évidemment, il y a les aspects vulgarisation. Tout cela va dépendre des mesures d'application parce qu'on va, bien sûr, la loi demeure la loi, mais le langage que nous pouvons utiliser pourrait aider tout le monde. Auparavant, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga Limbo, a invité les participants à mettre à la disposition de la CENI un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi en vue de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale. Passons à cette formation des agents de services financiers de la Société congolaise des postes et télécommunications sur le système comptable OADA révisé. L'objectif poursuivi, renforcer les capacités de ce personnel. Des brevets de participation leur a été remis mardi 19 juillet dernier par le directeur général de la SCPT, Didier Moussete. Jean-Pierre Ndolo Demazou nous en parle. La salle de réunion de la Société congolaise des postes et télécommunications a abrité cette cérémonie de remise des brevets de participation. Ce sont 36 personnes, dont 19 femmes et 17 hommes, qui ont participé à cette formation de 10 jours sur le système comptable OADA révisé. Au nombre des participants à cette formation, les nouvelles recrues. Zebo Yvon, le consultant en matière des finances qui a assuré cette formation, dit en quoi elle a consisté. La formation consistait à informer les gens et à actualiser un peu les connaissances autour de la question sur le système comptable OADA révisé. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussete, qui a remis les certificats de participation aux agents formés, parle de l'objectif visé par cette formation. Nous changeons de paradigme à la Société congolaise des postes et télécommunications. Nous sommes devant un challenge extraordinaire, une course contre la montre, de pouvoir transformer l'entreprise sur tous les plans. Et sur le plan de la gestion, sur le plan de l'organisation, sur le plan de métier. En tout cas, énormément de choses sont en train de bouger. Il était donc nécessaire d'adapter les gens qui gèrent l'argent. Nos finances devraient aussi être adaptées aux nouvelles en tout cas, dispositions légales qui sont de la loi sur OADA révisée. Ce renforcement de capacité permet aux agents de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'essor de la Société congolaise des postes et télécommunications. Quinzaine patriotique de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, un programme qui vise à soutenir nos vaillants soldats au front dans l'Est de la République. Elle a été lancée par le ministre de la Jeunesse Yves Bonkoulou, nous rapporte Pierre Mbouissaïdi. Face à la situation d'agression dont est victime la République démocratique du Congo, l'heure est à la mobilisation générale, à la prise de conscience et à l'éveil patriotique. C'est dans ce contexte que le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Bonkoulou Zola, a eu de fructueux entretiens avec les leaders de mouvements et associations de jeunes sur la situation sécuritaire qui prévaut présentement dans la partie est du pays. Ces membres du gouvernement ont saisi cette opportunité pour lancer la mobilisation à l'enrôlement
de jeunes sous les drapeaux et le soutien à nos FARDC engagés au front, et c'est conformément à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Je lance un appel patriotique à tous les jeunes de toutes catégories. Lèvons-nous, soyons unis pour notre pays. À cette fin, sous le leadership du ministre Bunkulu, le Conseil national de la jeunesse organise dès le 20 juillet 2022 la quinzaine patriotique des soutiens au FARDC. Il convient de souligner que plusieurs activités seront organisées durant cette période. Il s'agit notamment de la marche des soutiens au FARDC, d'une série de conférences et séminaires en intention de la jeunesse congolaise. Le lancement de ces activités de la quinzaine patriotique a été fait, séance tenante, par le ministre de la Jeunesse Yves Bunkulu Zola. Signalons enfin que plusieurs membres du gouvernement national ont annoncé leur participation efficace aux activités de la quinzaine patriotique. Autre fait de l'actualité, le secrétaire général de l'UDPS était devant la presse hier pour fixer l'opinion publique sur le discours de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, lors de son point de presse l'année dernière. Pour Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound a été exclu du parti pour l'enrichissement sans cause et l'agression des gardes républicains. On fait le point avec Alain Bikaï. Après la sortie fracassante de l'ancien de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, a tenu à remettre le point sur les i, sur les profondes motivations de son ancien compagnon de lutte. Il s'est réclamé d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sieur Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes des membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. Sur les questions de la gestion courante de l'État, les faits contredisent Jean-Marc Kabound. Les performances économiques, l'embellie financière, les questions des droits de l'homme sont sans commune mesure avec les pouvoirs précédents. Sur la liberté d'expression, la RTNC a diffusé son point de presse. Il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique du Congo. Ensuite, Augustin Kabouya s'est étendu sur beaucoup de contre-vérités distillées par celui qu'il qualifie d'effusqué Jean-Marc Kabound. Les nouvelles de nos provinces. Bientôt le renouvellement de la voie ferrée dans la province du Lualaba. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer qui se trouve dans ce coin du pays vient d'inspecter ces travaux. Détail avec Freddy Kabangeli. Cette descente du DG Fabien Mutombo de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, a permis de s'enquérir de l'évolution des travaux du renouvellement de la voie ferrée lancée depuis le 16 juillet 2022 dans la province du Lualaba. Ces renouvellements vont permettre une bonne circulation et éviter certains cas d'accident dus au déraillement dans la province du Lualaba. Pour le numéro 1 de la SNCC Fabien Mutombo, cette matérialisation est le fruit ainsi que l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au redressement de cette entreprise, au développement du pays par les infrastructures et au ravitaillement des produits commerciaux dans certains coins du pays. De travailler, nous voulons réhabiliter l'axe Kanzézé-Lufupa
Et si nous terminons Kazenze-Lukupa, nous allons travailler sur 19 km. Cette grande priorité a été annoncée par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République. C'est lui qui a donné le ton. Par ailleurs, le DG Fabien Moutombe a instruit à ses services de veiller à une bonne exécution de ces travaux qui va tant soit peu soulager la population congolaise. Pendant ce temps, dans le Sankourou, il y a eu lancement par les autorités provinciales des travaux de modernisation de quelques infrastructures routières. Sa prise de fonction à la tête de la province du Sankourou, le gouverneur Gilles Lodié-Mengo est déterminé à soutenir la vision du chef de l'État qui prône le développement des entités territoriales et les infrastructures routières, qui restent l'un des moyens efficaces pour promouvoir le développement. Le numéro 1 du Sankourou a lancé officiellement le travaux de réhabilitation des routes de Lusambou, Lubefu et Lupemba, longtemps délabrées. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du comité provincial de sécurité, le maire de Lusambou, de Lumumba-Ville et toute la notabilité accompagnée des membres du gouvernement provincial. Gilles Lodi a donné le go de ces travaux avec une bêche à la main. L'exécution de ces travaux sont rendus possibles grâce au financement propre de la province avec pour objectif de désenclaver Sankourou. Et c'est là, sous les encouragements et les applaudissements de la population. La commune de Mangina, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, subit des travaux pour la construction des nouveaux bureaux. Autres détails dans ce reportage. De ses administrés, le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la conduite du lieutenant-général Constant Makanga, vient de doter la commune rurale de Mangina d'un beau bureau administratif. Les conseillers principaux David Kamoura, chargé de la reconstruction, et Yang Matenedani, de l'administration du territoire, l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022. Sur place, ils étaient accompagnés du deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, et du président de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane ACAD Nord Kivu. C'est un sentiment de joie par rapport à l'œuvre dont nous constatons la réalisation sur initiative de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il y a 2 mois, lui-même était ici. Et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir 2 mois après ce qui est réalisé. C'est vraiment un beau travail et que je félicite. Il n'y a pas autre souci, autre préoccupation que de promouvoir au développement de sa province. Et pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien. Les habitants de ce coin se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un bâtiment pareil, un bureau administratif. Je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un beau bâtiment. Plus de concentration face à l'agitation politique de l'heure en vue de remplir fidèlement leur mission. Message du gouverneur du Haut-Uélé auprès des membres de son gouvernement. C'était au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue à Isiro. 8h moins l'écart, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassene-Nonga, a investi le gouvernorat de province pour d'abord ses honneurs, suivi de son installation dans son cabinet, avant de rejoindre le membre du gouvernement réuni ici dans la salle de réunion Kibali pour ce conseil de ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean Chrysostome Bangazoa, porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général, quand bien même marqué néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouacha. Il a donner des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille des services de sécurité et la mise à disposition de moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens
au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. La mission en Turquie se circonscrit dans le cadre de la participation de la province du Haut-Touélé au forum Turquie-Afrique sur l'agriculture dont le Haut-Touélé veut faire une promotion indubitable, a martelé le ministre provincial ayant en charge l'agriculture. Un état du lieu de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur du Bas-Uélé est de retour à Buta, chef-lieu de la province. Jean-Robert Nzanza Bompiti a été accueilli chaleureusement de la part de ses administrés. Retour sur cette journée avec nos confrères de RTNC Buta. C'est à 17h05 que le régulier SGR Aeronautica atterrit à l'aéroport Zega de Buta sous une pluie battante. Était à bord le gouverneur du Bas-Uélé, le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Nzanza Bombiti et son épouse Madame Mireille Lediano Nzanza. Quelles que soient les conditions météorologiques de la journée, toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élu de la province. Aussitôt arrivé, Nzanza Bombiti trouve sa population, y compris tous les officiels mouillés sous la pluie. Scandale de chants et de cris de joie. Devant cette foule incontenable, l'autorité provinciale a reçu les honneurs par la troupe mixte PNC FRDC sous la bénédiction de la pluie. Les partis politiques de l'Union sacrée et ceux de l'opposition, les associations de jeunes et de femmes, la société civile, la FEC et FNAPEC, les entreprises privées et publiques de l'État étaient présents à l'aéroport national de Zega. Dans son adresse à la population au stade Tata Mouzigateb de Buta, Jean-Robert Nzanza Bombiti livre la synthèse de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo avant son retour à Buta, celui de faire de Bas-Uélé un grenier agricole comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays et a demandé à chaque citoyen de Bas-Uélé de se mettre résolument au travail pour son développement. Notez que le gouverneur Nzanza Bombiti revient après 2 mois de séjour à Kinshasa depuis son élection au mois de mai dernier. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique, je vous souhaite de passer une bonne suite des temps en compagnie de la chaîne nationale. Au revoir et à la prochaine.